Alors, avant OpenAI, Google Brain, DeepMind, raconte-nous un peu ton parcours, là, comment tu es arrivé jusqu'à OpenAI. Oui, très brièvement, moi ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'impact des technologies de frontières sur la société et comment est-ce que ces technologies modifient en profondeur la société. Donc ça fait 7 ans que je suis dans des laboratoires de recherche en IA et j'ai commencé en 2018 chez Google Brain au moment où sortait le papier Transformer. Donc c'était un papier de recherche qui découvrait une nouvelle architecture d'algorithmes. Le T du GPT. Exactement, voilà, le T du GPT, parce que GPT c'est pour Generative Pre-trained Transformer. Et Transformer, c'est un type d'algorithme qui est derrière tous les chatbots qu'on connaît. Donc ce type d'algorithme, il a été découvert chez Google Brain en 2018 et mis en open source et utilisé ensuite largement. Donc j'ai commencé là, et puis ensuite j'ai continué d'abord à gérer les modèles, la famille de modèles ouverts chez Google. Et ensuite j'avais envie d'aller dans un lab qui avait aussi une très grande surface utilisateur et qui était vraiment à la frontière. Et donc j'ai été chez OpenAI. Et chez OpenAI, donc depuis combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans. D'accord, donc tu as vu la progression. Ça fait quoi d'ailleurs dans une entreprise qui a une croissance complètement dingue comme ça? C'est une entreprise qui est en croissance et qui a aussi une vraie mission. Et donc c'est assez unique, je pense, de passer de 0 à 900 millions d'utilisateurs en 3 ans et demi. Et il y a beaucoup d'adrénaline, c'est assez excitant. Oui, en fait. oui, je crois. Mais même pour en parler quotidiennement, je dis toujours avec mon compère François Sorel sur BFM Business, on se dit à chaque fois, on va quand même pas parler d'OpenAI tous les jours. Et puis en fait, on en parle pratiquement tous les jours, évidemment avec les autres concurrents. Un mot peut-être pour nous dire un petit peu cette IA, donc on avait l'IA plus traditionnelle, le machine learning, voilà, sur laquelle, voilà, qui a même eu son ère glaciaire, hein, parce qu'on parlait un peu moins d'IA à une époque. Puis l'IA générative, conversationnelle est arrivée. Est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective justement de cette IA conversationnelle? Et puis aujourd'hui, on parle d'IA agentique et nous expliquer, parce que tout le monde ici a sans doute parlé d'IA agentique, mais a peut-être du mal à percevoir qu'est-ce que c'est exactement. Oui, bien sûr. Alors, très simplement, en fait, on a tous commencé à utiliser des chatbots il y a 3 ans et demi, en fait, avec la sortie de ChatGPT et GPT-3, puis GPT 3.5. Donc ça, c'était les premiers modèles qui étaient vraiment des modèles conversationnels. Donc on échangeait avec le modèle, on posait une question, il amenait une réponse. Et puis vers 2025, il y a ensuite eu la série, un nouveau type de modèle, donc des modèles qu'on appelle de raisonnement, qu'on utilise tous aujourd'hui, et on peut le voir lorsqu'on parle à certains chatbots, ils ont ce qu'on appelle une chaîne de raisonnement, c'est-à-dire qu'on voit leurs pensées qui sont écrites. Donc ça a été aussi inventé par OpenAI, et c'était la série des modèles O, donc O1, O3, O4 mini. Donc ça, c'était en 2025. C'est un peu le pivot. Au début, on pouvait simplement parler avec les modèles et échanger avec eux. Ensuite, les modèles se sont mis à raisonner, donc ils étaient capables de faire des tâches beaucoup plus complexes, de segmenter des problèmes en sous-tâches. Et maintenant, la suite de ces modèles de raisonnement, c'est qu'ils sont capables de utiliser des outils comme la recherche web, comme des applications. Ils sont capables d'ouvrir une application, d'utiliser votre ordinateur. Et ils sont capables donc de réaliser des tâches de manière plus ou moins automatique, ça dépend ce que vous voulez, pour vous. Et donc c'est ça qu'on appelle agentique. Agentique dans l'idée que c'est un agent qui réalise quelque chose pour vous. Et ça, c'est vraiment un peu le troisième moment depuis 3 ans dans lequel on est maintenant avec par exemple Codex pour OpenAI qui fait ça. Comment on mesure la progression de ces outils? On sait qu'il y a des métriques, on sait qu'il y a des classements, etc. Mais voilà, comment, quand on est dans cette technique, on voit qu'un modèle devient beaucoup plus performant qu'un autre et qu'on peut dire, voilà, il a franchi vraiment ces étapes-là? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Ça aussi, ça a évolué, la manière dont on mesure la qualité des modèles. Et il y a 2-3 ans, on se basait seulement sur des benchmarks. Donc concrètement, un benchmark, c'est très simple, c'est sur un domaine précis, on peut dire le code ou le droit. On va poser au modèle une série de questions et puis on va voir s'il a bon ou pas. Donc on leur fait des évaluations. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Mais en fait, souvent, ces benchmarks, ils représentent pas les tâches que vous réalisez au quotidien. C'est un peu académique. Et tout comme parfois les examens scolaires, c'est bien pour sélectionner les étudiants, mais ça a un peu rien à voir avec ce qu'on fait au travail au quotidien. Là, c'était la même chose. Donc
ça nous fait tous une belle jambe de savoir que le modèle il est capable d'avoir des très bonnes notes en examen, mais ça on s'en fiche un peu. Ce qu'on veut c'est qu'il soit capable de faire des tâches pour nous. Donc pour répondre à votre question, avant pour évaluer le modèle, on faisait des benchmarks, il y avait des benchmarks particuliers. Maintenant on est en train de s'en éloigner un petit peu et à la place on a construit des nouvelles évaluations qui sont beaucoup plus similaires aux tâches que les gens font au quotidien. Donc on pourrait dire ce serait que la différence ce serait la même qu'entre faire passer un examen de maths et faire passer un examen de droit et faire passer un examen qui reflète vraiment ce que fait un avocat dans la journée. Et un avocat, en fait, il répond pas à des questions de droit théorique. Il va répondre à un client, il va faire peut-être un slide, il va trier ses dossiers, etc. Et donc maintenant, la manière dont on évalue ces modèles, c'est à travers certains benchmarks qui représentent plus ça. Il y a peut-être une autre manière, mais on en parlera plus tard, qui est aussi d'évaluer leur capacité à résoudre des problèmes en autonomie complète et ça c'est vraiment ça tombe bien parce que c'était un peu ma deuxième question portait un peu là-dessus, enfin ma question suivante, c'était où en est OpenAI justement dans cette transition vers des agents totalement autonomes. C'est vraiment vers ça qu'on tend à aller. Ce qu'on essaye de faire, c'est de continuer ce pivot où avant vous pouviez parler à ChatGPT, lui poser des questions et puis il allait vous répondre. Plus les modèles progressaient, plus il allait vous répondre de manière exacte, de manière factuelle, de manière complète. Et on essaye de continuer cette transition où maintenant ChatGPT il peut travailler pour vous. Donc on a lancé il y a quelques jours ChatGPT Work et l'idée c'est d'avoir un agent dans ChatGPT. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé. Je suis curieux. Est-ce que je peux poser une question? Alors d'abord j'ai posé une question. Qui utilise ChatGPT dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Pas mal. Et qui a utilisé ChatGPT Work? Un petit peu moins. Alors l'idée, du coup je vais vous en parler brièvement, c'est la nouvelle version qu'on a lancée il y a quelques jours. L'idée c'est d'avoir un agent dans ChatGPT et donc la différence avec le chat qu'on connaît tous, c'est qu'on passe d'un mode de conversation à un mode où il fait des choses pour nous. Et donc on va lui demander de créer nos slides et il va vraiment aller chercher dans vos emails, voir le bon message, prendre le contenu et le mettre dans un slide pour, si vous lui demandez, l'envoyer directement à votre client. Ça, c'est vers ça qu'on tend, avoir des agents qui sont de plus en plus autonomes. Et une manière de mesurer et de comparer les différents modèles entre eux, pour répondre à votre question directement, c'est la manière la plus canonique en recherche en IA, en tout cas. Elle est faite par une entreprise qui s'appelle Meter, M-E-T-R, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Cette entreprise, elle mesure la capacité des modèles à réaliser des tâches de manière autonome en fonction de la durée que ces tâches prennent à un humain. Et donc concrètement, ils vont regarder une tâche qui prend 5 minutes à un humain, est-ce qu'un modèle est capable de la faire? Oui. Est-ce qu'une tâche qui prend 1 heure à un humain, combien de modèles sont capables de la faire? Et en fait, ils classent les modèles comme ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, les modèles, ils faisaient des tâches les meilleurs modèles, ils arrivaient à remplacer un humain pendant 5 minutes. Il y a 1 an, les meilleurs modèles, ils arrivaient à faire de manière autonome des tâches qui prenaient à peu près 1 heure. Et aujourd'hui, les meilleurs modèles, ils font des tâches qui font à peu près 15 heures. Donc vraiment une très grosse journée de travail, de manière complètement autonome. C'est-à-dire qu'on lui donne le problème au début, et il faut à un humain spécialiste 15 heures de suite pour résoudre ce problème. Et les meilleurs modèles, aujourd'hui, ils arrivent seuls à réaliser ces tâches-là. Et c'est un peu comme ça qu'on mesure la capacité des modèles à travailler en autonomie. C'est en les comparant à des tâches spécifiques qui prennent du temps à des humains. Et de manière générale, un peu, vous savez, il y avait la loi de Moore dont on parlait. Là, l'idée, c'est que c'est un peu une nouvelle loi qui est en train d'émerger. C'est que tous les 7 mois, la capacité des modèles à réaliser des tâches en autonomie double, c'est-à-dire que les tâches que les modèles peuvent réaliser sont 2 fois plus longues tous les 7 mois, un petit peu près. Donc si on suit ça, normalement, dans 7 mois, le modèle il peut travailler pendant à peu près 30 heures tout seul. Il y a une des questions là, quel progrès récent vous a le plus surpris alors même que vous travaillez dans le domaine? Ça, c'est une bonne question. Il y a quelque chose qui est sorti récemment. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui m'a le plus surpris, mais que je trouve très agréable, c'est les évolutions sur la voix. Et donc maintenant, il y a des nouveaux modèles. On a sorti ChatGPT Voice qui est dans ChatGPT. Je ne sais pas si vous avez testé et vu le changement, mais en fait, on peut interrompre le modèle, parler en même temps que lui, et il n'y a plus cette espèce de décalage un peu bizarre où il s'interrompait, puis après il ne redémarrait pas, etc. Et ça, c'est quelque chose qui... et techniquement, c'est assez compliqué à faire. Du coup,
c'est assez impressionnant. Alors justement, tiens, je prenais une des autres questions parce qu'on parle de voix. Les world models, c'est vrai qu'on a vu Yann Lequin monter ça, enfin faire beaucoup de bruit autour de sa startup Amilabs, qui sont ces modèles de monde, donc ces modèles qui prennent en compte tout l'environnement, ils écoutent, ils s'entraînent sur de la vidéo, de la voix, etc. pour donner un contexte. Ça, j'imagine, est-ce que OpenAI travaille aussi sur ce genre de choses? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sora. Donc c'était un modèle qui permet de générer des vidéos. Et donc l'équipe Sora, après avoir montré sa capacité à générer des vidéos, maintenant travaille beaucoup sur les world models. Donc bien sûr, ouais, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup chez OpenAI. De manière générale, OpenAI, c'est une boîte qu'on appelle, en interne, on appelle ça Research and Deployment. Et donc, on a nos produits, ça c'est le parti deployment, mais le cœur de l'entreprise, c'est vraiment research. Et donc, on explore beaucoup de nouveaux types d'architecture de modèles, etc. Et les world models, ça en fait partie, ouais. Oui, c'est vrai que je prenais un petit mot là. Ludovic Perron de Carantec, Yann Lequin, il est du coup, je sais plus, pardon, Saint-Jacques. Et puis on avait Guillaume Lambe qui a fait sa scolarité à Brest. C'est vrai que ça avait des Bretons plutôt bons en IA. Est-ce que tu peux nous donner un cas d'usage un peu B2B, puis après un cas d'usage un peu grand public autour justement de ChatGPT, où ChatGPT apporte de l'automatisation, de l'analyse de données? Oui, bien sûr. Alors, moi, il y a une entreprise qui me semble utilise particulièrement bien ChatGPT, c'est Moderna. Donc, on connaît pour ses vaccins à l'ARN Messenger. Et alors, eux, ils ont déployé ChatGPT d'abord au sein de l'entreprise de manière très large. Je crois qu'il y a 80% d'adoption parmi leurs collaborateurs. Et et donc, lorsqu'ils nous parlaient de leurs utilisations, je me souviens de quelques exemples que j'avais trouvé assez marquants. Le premier, c'était au sein de leur fonction de recherche. Donc, je me souviens que leurs équipes de recherche nous racontaient qu'une des questions qu'ils avaient avant d'aller en essai clinique, etc., donc assez tôt dans le processus, c'était de savoir quelle était la bonne dose de vaccin qu'il faut mettre. On imagine que c'est assez important comme question. Et donc, ils ont créé un GPT, donc ils ont créé une application avec ChatGPT pour essayer d'optimiser la dose de vaccin qu'ils allaient mettre dans leurs essais cliniques. Et je trouvais ça intéressant de voir que dans cette entreprise, ça pouvait être aussi bien utilisé pour des tâches extrêmement techniques comme celle-là, que pour... Il y a eu deux autres exemples qui étaient intéressants. Leur fonction juridique revoyait tous leurs contrats avec ChatGPT, et en interne, leur politique d'entreprise, entre guillemets, était accessible par ChatGPT. Donc, au lieu de devoir lire une centaine de pages pour savoir ce que l'entreprise pense de ceci ou ça, ou quelle est la politique autour de ça, tout était demandé à GPT. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'était que, en fait, ça a été complètement dispersé au sein de l'entreprise, aussi bien au sein des équipes techniques que des équipes juridiques, que des équipes commerciales. Je trouvais ça marrant. Aujourd'hui, parce qu'on utilise, voilà, tu viens de le dire, ChatGPT est utilisé par des scientifiques dans la recherche médicale, mais est-ce qu'on va aller de plus en plus vers des modèles un peu assez verticaux, pour la recherche médicale, pour peut-être la recherche de métaux, de nouveaux métaux, de choses comme ça? Est-ce que ça, c'est c'est pas un virage, parce qu'il y en a plusieurs pris par OpenAI, mais est-ce que c'est un des axes qui peut être développé? Alors ça, il faudrait une boule de cristal, mais c'est une vraie question, ceci étant. C'est pas certain que ce soit la direction qu'on prenne, parce que ce qu'on voit, c'est que les très gros modèles ont des capacités qui se généralisent à travers beaucoup de disciplines différentes. Et on pourra en parler, mais par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a un modèle interne d'OpenAI qui a résolu un problème de maths qui était non résolu depuis très longtemps. Ah oui, c'est pas celui de Donald Kurt, là, non, alors là, c'était Erdos, c'est un mathématicien hongrois qui avait... En gros, il avait un problème qui paraissait simple et que je ne connaissais pas, n'étant pas mathématicien. Mais la question, c'est si on a un plan et qu'on met n points dessus, combien est-ce qu'on peut avoir de paires de points qui sont à 1 de distance? Donc concrètement, mettons qu'on ait une feuille de 1 mètre par 1 mètre, 100 cm par 100 cm, et qu'on mette 10 points dessus, combien est-ce qu'on peut avoir de paires de points qui soient à 1 cm l'une de l'autre? Voilà. Ça paraît simple comme question, mais apparemment c'était un problème de géométrie qui était non résolu depuis 1946, sur lequel beaucoup de mathématiciens se cassaient la tête, et ça vient d'être résolu. Et ce qui était intéressant pour répondre à votre question, c'est que ça n'a pas été résolu par un modèle qu'on aurait pu entraîner pour les maths ou pour la science, ça a été résolu par un modèle généraliste. Et aujourd'hui, c'est
peu le problème de maths non résolu le plus important qui a été résolu par un modèle, et c'est fait par un modèle généraliste. Donc, c'est pas certain que les modèles spécialistes ce soit l'avenir. Je voyais une question qui remonte par rapport à la concurrence face à Anthropic Claude. N'avez-vous pas perdu la bataille du B2B? Aujourd'hui, voilà, sur les outils, on sent qu'il y a une compétition forte là, dans ces domaines-là. Oui, non, ça c'est sûr qu'il y a une compétition très très forte. Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait cette compétition. C'est sûr que ça laisse tous les compétiteurs sur leur garde, et ça nous pousse à accélérer, à aller assez vite. On le sent, on le sent tous dans l'écosystème, et je suis sûr que vous le voyez aussi avec la vitesse des lancements, etc. Donc je pense qu'en soi c'est plutôt bénéfique pour tous que on soit bien stimulé. Tout à l'heure, il y avait une autre question qui parlait, auparavant dans ta précédente vie chez Google, c'était de l'open source. Aujourd'hui, on est plus dans le modèle privé. Là, la transition culturelle, parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, il faut vraiment aller chercher du modèle open source, soit chez les Chinois, soit ses propres modèles. Oui, ça c'est une bonne question. Moi, j'ai passé beaucoup de temps effectivement sur l'open. Chez OpenAI, il y a aussi des modèles open, parce que moi, du coup, j'ai lancé le modèle open d'OpenAI, c'était en août dernier. Donc, il y a aussi le modèle open, il s'appelle GPT-OSS chez OpenAI. Et l'idée, à mon avis, mais là, on verra bien comment ça évolue. Ça va aller vers une combinaison des deux, avec certaines données que vous voulez peut-être traiter en local sur des modèles ouverts, des modèles plus puissants qui peuvent être du coup updatés beaucoup plus rapidement, qui seront eux sur des serveurs fermés. Donc je pense qu'on va vers un monde qui combine les deux. Mais on verra bien. On le disait tout à l'heure là, chez Moderna, mais tout le monde de la recherche aujourd'hui utilise à fond ces modèles, parce que en termes dans la biologie, la physique, les mathématiques, et aujourd'hui, comment ils réussissent à progresser aussi vite? Là, on parlait d'un problème jamais résolu. Oui, alors, d'abord, de deux manières, je dirais. Donc, c'est vrai que dans la recherche, ça fait beaucoup progresser la recherche de deux manières. Soit sur le fond, entre guillemets, en substance, avec des modèles généralistes comme celui dont on vient de parler pour ce problème de mathématiques, et le modèle amène des pistes, amène des nouvelles hypothèses, amène des nouvelles pistes et essaye de résoudre le problème. Donc ça, c'est en substance, avec des modèles généraux ou avec des modèles spécialistes. On a lancé un modèle qui s'appelle Rosalind et qui est spécialisé sur la biologie. Et là, il est utilisé par beaucoup d'entreprises privées pour faire, par exemple, des travaux autour des protéines, beaucoup. Et donc, ça, c'est une manière d'accélérer la recherche. Il y a une autre manière, c'est que la recherche, c'est quand même assez processé. Et quand on recherche, l'idée, c'est qu'on fait une hypothèse, ensuite on doit la tester, on doit mettre en place un processus de test, etc. Et tout ça, c'est beaucoup de choses qu'on peut automatiser. Et on le voit beaucoup en interne d'abord chez OpenAI. Nous, la manière dont le modèle nous aide à avancer, c'est aussi en accélérant, en automatisant toutes ces tâches-là. Et donc le chercheur, c'est pas juste en lui suggérant des nouvelles hypothèses, etc. C'est aussi en le soulageant et en automatisant son travail. Par exemple, chez nous, les chercheurs qui avant devaient écrire leur code, faire leurs hypothèses à la main, etc. Maintenant, ils ont des agents qui travaillent et ils peuvent avoir 6, 8, 10 expériments qui sont en train d'être faits en parallèle par des agents. Et donc ils monitorent un peu comme s'ils avaient 10 assistants de recherche qui monitorent, ils le lancent, tiens celle-là elle n'a pas marché, tiens celle-là elle s'arrête, et voilà. Et donc c'est toute cette automatisation qui est aussi responsable de l'accélération de la recherche. Parlons un peu sous. Aujourd'hui, on entend beaucoup cette économie des tokens. Les gens, ça y est, si vous développez, vous voyez que vous consommez quand même des tokens, ce qui quelque part est logique. Là, je reprenais une des questions. J'avais vu, les revenus générés par les LLM pourront-ils croître assez vite pour justifier les centaines de milliards investis dans les infrastructures d'IA? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'unité de mesure dans les investissements IA, c'est la dizaine de milliards presque, on pourrait dire ça. Ouais, ou la centaine de milliards. Ou la centaine de milliards. Ouais. Le potentiel, je pense que c'est ça qui est impressionnant avec cette révolution, je trouve.
et peut-être à la différence d'Internet il y a 30 ans, c'est qu'on voit tous, en fait, sous nos yeux, le potentiel et on le vit au quotidien. Enfin, moi, mon travail a complètement changé. C'est-à-dire que je passe ma journée à parler à Codex, concrètement, et à lui demander est-ce que tu peux faire ça pour moi, ça pour moi. Et donc, il a 5-6 tâches qui tournent en parallèle, et voilà, c'est ça mon quotidien. Ça a changé en 6 mois, 8 mois. Et donc, on se rend compte qu'à l'échelle individuelle, ça change, mais qu'à l'échelle de la société et de l'économie, c'est pareil, c'est en train de tout changer. Et donc, intuitivement, je trouve que dans cette révolution, ce qui est assez intéressant, c'est qu'intuitivement, on voit bien à quel point le potentiel est énorme. Et donc, c'est plus difficile de douter de l'impact que ça va avoir. Ouais. En parlant d'impact, est-ce qu'en interne, chez OpenAI, on parle justement de cet impact écologique? Parce que ça, c'est un mot. Alors au début, tout le monde s'en fichait un peu, puis là, ça revient quand même. C'est une petite musique où les gens ne se rendent pas compte, ça consomme, même si on sait qu'on en a besoin. Non, petite musique, même très grosse musique, très important. Ouais, on en parle beaucoup, donc je pense que ça prend deux aspects. D'une part, on le disait, un de nos focus, c'est de faire avancer et accélérer la recherche, et en particulier autour des questions d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie. La progression de la science est très importante. Donc, par exemple, pour les énergies renouvelables, ça nécessite beaucoup de nouveaux matériaux. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Et en fait, il y a tout cet aspect, comment est-ce qu'on va pouvoir accélérer la technique et améliorer la production d'énergie. Ça, c'est un aspect. Et après, il y a un autre aspect aussi où on améliore nos propres technologies pour les rendre plus économes. Sur une autre métrique, mais que je trouve intéressante, parce que ça donne des ordres de grandeur, ChatGPT 4o est sorti en 2023 et ensuite, en 2024, il y a ChatGPT O4 qui est sorti. Entre les deux, le coût par token de ChatGPT a été divisé par 100. Donc là, on parle pas directement d'énergie, évidemment, mais évidemment, il y a quand même une petite corrélation. Et on a divisé le prix en un an de nos deux modèles frontières de 100. Ça, on a un peu tendance à l'oublier parce que ça va très très vite, mais je pense que ça montre bien aussi notre recherche. Chercher un peu de frugalité. Ouais, d'efficience en tout cas, en interne. Et justement, sur ce domaine-là, sur ces craintes aussi autour de l'IA, voilà, c'est un jour, on l'a vu, hein, les passes d'armes entre l'administration Trump, Anthropic, OpenAI, sur ce que pourrait donner l'IA un jour mal employé ou employé dans le monde militaire. Parce que ça aussi, il y a au fil des mois, ça fait 2 ans que tu y es, tu as vu ce pan éthique s'affirmer chez OpenAI. Alors là, c'est marrant parce que moi, j'ai rejoint au début les équipes de safety et j'ai travaillé beaucoup en safety chez Google. Et donc, la réponse, c'est que j'ai toujours été très impressionné par la taille de l'équipe safety d'OpenAI. C'est pas forcément une équipe qui est très mise en avant nécessairement, mais c'est une équipe de recherche qui est intégrée à la recherche et qui a toujours honnêtement était plutôt à la pointe de ce qui se faisait en safety. Donc, et si ça intéresse certaines personnes dans la salle, à chaque modèle qu'on lance, on lance également avec ce qu'on appelle un system card. Donc, c'est une sorte de guide de test de notre modèle qui fait une 50aine de pages et qui résume tous les tests qu'on a fait passer au modèle, et en particulier des tests autour de la cybersécurité et de la capacité à générer des agents biologiques. Et c'est vraiment 2 secteurs sur lesquels on fait très 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 attention. Et tous nos modèles doivent passer ces tests. Et ça arrive, tant que nos modèles sont pas au bon niveau sur ces tests-là, ils sortent pas. Donc moi, au début, quand j'ai commencé, mes 6 premiers mois, j'étais sur les équipes qui faisaient passer ces tests. Et ce qui m'a impressionné, c'était le niveau de rigueur et de détail de ces tests. Et ils sont quasiment intégralement ouverts et en libre. Donc vous pouvez taper System Card de n'importe quel modèle et vous verrez exactement quels tests on leur a fait passer et ce qu'on essaye de leur faire faire. Qu'est-ce qui serait sur un mot à glisser aux développeurs là aujourd'hui qui sont dans la salle autour de ces technologies, alors on va pas dire qu'ils hésitent à adopter ces outils parce que je pense que tout le monde s'y met, mais qui a une petite crainte de remplacement. On en parlait tout à l'heure avec Arthur Haller de Penny Lane, mais voilà, sur l'usage de ces outils.
Ouais, je pense qu'il faut. Premier truc, c'est qu'il ne faut pas essayer de partir avec une stratégie IA. Alors, ça vaut surtout pour les PME. Il ne faut pas essayer de partir avec une stratégie IA qui serait un peu grandiloquente. Il faut se demander vraiment très concrètement quel est le problème que j'ai qui est très réel chez moi, qui souvent est assez répétitif et que je peux mesurer d'une certaine manière. Est-ce que c'est par exemple que je mets trop de temps à répondre à mes inbound clients, voilà. Et que ça revient souvent, voilà. Est-ce que c'est on reproche ceci à mon service juridique, on reproche cela à mon service commercial, un truc super concret. Et je pense que moi je commencerai par ça, un problème qui est très réel, qui crée des frictions et qui se répète. Et plutôt qu'essayer, si on se demande comment adopter l'IA ou comment mieux faire avec l'IA, j'essaierai pas de me creuser la tête. Je me poserai vraiment la question de savoir quel petit problème est-ce que j'attaque d'abord, et je répète jusqu'à ce que je l'ai résolu, pour voir comment est-ce que chez moi j'arrive à le résoudre. Si j'avais une petite boîte, c'est comme ça que je ferais. Alors pas forcément évident de répondre à cette question en étant chez OpenAI, mais en discutant avec l'écosystème de développeurs que tu connais, des anciennes Google, de ceux que tu croises dans des autres entreprises, qu'est-ce que tu penses justement de la coupure qu'il y a eu de Fable 5? On se souvient, il y a 2 modèles qui ont été coupés par l'administration de Trump en disant non, ceux-là ils sont trop puissants, ils mettent en jeu la sécurité, on les coupe. Bon, après ça s'est rouvert peu à peu, mais quand tu en discutes avec d'autres, sans forcément la focaliser sur ce qui se passe avec Anthropic, mais voilà, le fait que on puisse avoir ce kill switch sur cette IA, c'est quoi ton impression? Je pense que ça fait, surtout en Europe, ça fait, c'est sûr, une sorte de grosse prise de conscience. Ce que j'ai trouvé. Alors, d'abord, la première chose, c'est que je suis content, ça a été rétabli. Aujourd'hui, tout le monde a accès au modèle. Ensuite, je pense, ça va peut-être dans le sens de ce qu'on se disait tout à l'heure, d'une sorte de diversification des sources de modèles. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, nous, chez les développeurs, c'est des gens qui utilisent Eclode et OpenAI. Il y a par exemple des développeurs qui codent, ils vont dire on va générer le code avec l'un et le faire vérifier par l'autre. On peut aussi, dans ce mix-là, ajouter des modèles ouverts. Et donc, l'idée, c'est de aussi diversifier ces sources d'approvisionnement en modèles. Je pense que c'est quelque chose de... Est-ce qu'on se fait peur un peu en interne quand on développe ces produits? On voit ça va tellement vite. Enfin, c'est une innovation galopante quand on voit les modèles. On a parlé des versions. Moi, je fais partie d'une génération où entre Windows 95 et Windows 10, on a mis 4 ans. Et là, on a une version 4.0, 4.01, 4.0. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de grisant, certes, mais est-ce que quand on vit dans le moteur, on se dit oula, faut faire attention. Je pense pas qu'on se fasse peur, mais par contre, il y a effectivement une attention particulière qui est, et du coup une pression entre guillemets sur les équipes de safety qui est vraiment importante, dans la mesure où tout le monde les regarde comme les garants quand même du fait que ces modèles puissent pas être utilisés à mauvais escient. Et tout le monde, plus les modèles progressent, plus on a conscience de l'importance de leur rôle en fait. Et donc je dirais pas qu'on se fait peur, mais je dirais que plus les modèles progressent, plus l'attention est tournée vers plus responsable. Ouais. Et plus l'attention est tournée vers les équipes de safety qui ont une tâche qui est vraiment importante. Là, ce qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on appelle le recursive self-improvement. C'est donc RSI, c'est la capacité des modèles à automatiser une partie de la recherche en IA et donc de s'auto-créer entre guillemets. Et donc ça, c'est un des objectifs vers lesquels on tend clairement, à avoir des modèles qui à automatiser de plus en plus une partie de notre recherche, aussi pour accélérer, mais ça vient avec beaucoup une IA qui fait ses propres recherches sur une IA qui fait ses propres... En fait, c'est juste la continuité de ce dont on parlait. Chaque chercheur a 4, 5, 6, 10 expériments qui tournent en même temps, et plus ça va, plus elles sont réalisées en autonomie, ces expériments, et donc plus le modèle plus la prochaine génération du modèle pourra être créée par le modèle d'avant. Ça, c'est la prochaine étape vraiment de... Ça, c'est quelque chose vers lequel on tend clairement, mais avec très clairement en tête l'idée que ça vient avec énormément de questions
d'éthique et de safety, et là, presque proche de la cybersécurité. Ouais. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas une intrusion d'un acteur malveillant interne ou externe? Ça, c'est des questions classiques de cybersécurité, mais elles deviennent beaucoup plus importantes. Donc régulièrement, on renforce nos pratiques internes. Et ouais, voilà. Donc je dirais qu'on ne se fait pas peur, mais on est de plus en plus conscient de l'importance et vigilant sur ces questions. Merci Louis. J'ose la dernière question, mais Johnny Ive, donc l'ancien designer d'Apple, travaille avec Sam Altman sur un futur device. Ouais. Non, pas. Je dirais rien. Je dirais juste que leurs locaux sont à San Francisco et que certaines personnes en interne vont voir ce device et que je vais souvent à San Francisco, mais on ne peut rien dire. Bon, voilà. Eh bien, on peut remercier Ludovic. Merci beaucoup d'avoir parlé très librement. OpenAI et nous avoir rejoints ici sur la scène du West Web. Allez, jingle, pardon.